je vais commencer par me présenter. Je suis Karine Duo, coordinatrice du Printemps du numérique, entre autres. Et autrement, je suis chargée de mission euh, à WeCare. Donc, WeCare, qui est une association qui est à la fois à la mission locale, qui accompagne des 16-25 ans, des jeunes de 16-25 ans, mais aussi qui est une association qui fait de l'animation territoriale et qui coordonne des groupes de travail. Donc, je fais partie. Voilà, Gwenaëlle, je te passe. Oui, donc moi, juste pour me présenter, donc je travaille pour l'école ENI, qui est une école d'informatique située à Chartres de Bretagne. Et c'est un organisme de formation donc, qui forme en continu ou en alternance sur les filières du développement, les filières du système réseau et sur le test, et qui propose des cursus donc, qui vont du bac+2 au bac+5. Voilà. Et donc, Ouais. on va co-animer avec Karine cet atelier. Donc, cet atelier, ça permet vraiment de comprendre un peu mieux l'articulation vraiment des métiers du numérique. Et on a déjà eu, donc en termes de casting, un premier rendez-vous qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà assisté à ce premier atelier. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, l'idée, c'était effectivement de recueillir les besoins une cliente fictive, très bien jouée par Karine. Et cette cliente fictive nous a fait part d'une demande pour son entreprise. Et donc là, on est sur le deuxième atelier, le deuxième épisode. Et donc, on va poursuivre dans cette voie-là. Donc, Karine, je te laisse juste repréciser un petit peu le projet en tant que cliente fictive, si tu veux bien. Ok, donc en tant que cliente fictive, je suis une responsable ressources humaines d'une entreprise d'une cinquantaine de salariés. Et donc, j'ai demandé à l'entreprise de services numériques un outil de gestion RH. Donc, pour faciliter le travail, évidemment, de l'équipe RH, mais aussi faciliter la communication en interne entre les équipes et l'équipe RH. Donc, l'objectif, c'est donc d'avoir un outil qui permette le suivi des salariés, que ce soit au niveau de la paye, des congés, des entretiens annuels, euh, mais aussi, par exemple, les visites aux médecine du travail. Enfin, voilà, vraiment tout ce qui va accompagner le salarié pendant son parcours au sein de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais mieux connaître les professionnels qui vont s'occuper de la sécurité de cet outil et aussi de son déploiement au sein de la structure. Alors, Gwenaëlle, quels sont les professionnels que tu as à me proposer? C'est vrai que la semaine dernière, on a plutôt échangé sur les métiers de chef de projet, de concepteur et développeur d'applications et de testeur logiciel. Donc, on a pu recueillir un petit peu les besoins de Karine, analyser sa demande. On a pu traduire son besoin à travers des fonctionnalités à mettre en place. On a aussi essayé de définir un petit peu les technologies à utiliser en termes de codage et de programmation. Donc voilà, si cette partie vous intéresse, n'hésitez pas à consulter aussi le replay de l'épisode. Donc je pense que Karine surviendra dessus à la fin de l'atelier. Donc ça, c'était la première partie. Et à aujourd'hui, eh bien, l'idée, c'est plutôt de voir comment le logiciel conçu par les équipes de développement va pouvoir être installé et va pouvoir être fonctionnel au sein de l'entreprise pour chaque salarié et pour que chaque salarié puisse l'utiliser. Donc, je ne sais pas si tu as la petite diaporama, Karine, pour juste qu'on puisse se situer à travers les différents métiers. Voilà, super. Donc, on voit bien. Donc, ici, on a le besoin effectivement de Karine, donc effectivement de pouvoir créer un logiciel RH donc, au sein de son entreprise pour pouvoir aider les utilisateurs et donc les salariés de son entreprise. Et donc, juste en dessous, la partie besoin, vous voyez, il y a une partie études et développement, écriture du programme et test. Donc, toute cette partie-là, on a pu la voir en amont la semaine dernière. À aujourd'hui, l'idée, c'est de voir, effectivement, ce logiciel, voilà, il va être installé au sein de l'entreprise. On va plutôt passer sur une mise, en production et on va pouvoir plutôt s'orienter vers tout ce qui va être le système et réseau et le support aux utilisateurs.
Donc pour ça, eh bien, on a réuni différents interlocuteurs pour que vous puissiez les rencontrer et puis qu'ils puissent aussi vous expliquer donc leur rôle par rapport au projet, mais aussi par rapport au métier qu'ils exercent en général. Donc on est vraiment plus sur la partie système et réseau. Et l'objectif, c'est vraiment de voir comment l'utilisateur va se connecter et comment il va le faire en toute sécurité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un tour de table, et puis ensuite, eh bien, on pourra répondre à vos questions. Donc, comme on le disait, n'hésitez pas vraiment à interagir, en levant la main ou via, le chat de conversation. Donc parmi, tous les interlocuteurs qu'on a pu réunir, aujourd'hui, autour de la table, je vous propose qu'on commence par, Nirout, qui va nous expliquer un petit peu, qui il est, son parcours et puis aussi, quelles sont, ses missions. Donc, ça peut être par rapport au projet, mais aussi, en règle générale, qu'est-ce qui fait son quotidien. Je te laisse la parole, Nirout. Merci Gwenaëlle. Alors bon, comme il dit, comme c'est dit, je suis Nirout, donc mon parcours, relativement simple en fait, il y a bon, en tout cas pour moi, ma vision, il y a pas c'est pas extraordinaire, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est, moi je suis issu de la restauration de base, donc voilà, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration, donc c'est une reconversion de métier que j'ai effectuée et c'est vrai que j'ai eu un peu peur au départ parce que surtout que quand on connaît rien, vraiment je connaissais rien du monde de l'IT, hein. Donc j'avais une appréhension de partir dans ce domaine, vraiment malgré que j'aimais bien, on va dire trifouiller comme tout le monde un petit peu, j'aime bien, regarder mon ordinateur, essayer de comprendre et cetera. Donc j'ai eu la chance d'être accueilli par l'ENI, l'école informatique. Et c'est vrai que je vous avouerai que ça a été quand même très, très dur pour moi parce que, on va dire, oui aussi, un certain âge où où j'ai quand même plus de la quarantaine, donc c'est pas évident de reprendre, on va dire un métier, surtout, dans un métier qu'on ne connaît pas du tout. Donc je le cache pas qu'effectivement, j'ai un petit peu mal à suivre et j'avais des petits pics, je m'endormais de temps en temps dans les cours. Mais, c'est parce que c'était très difficile pour moi et c'est vrai que bon, en tout cas, j'ai pas baissé les bras parce que j'étais très bien encadré, par les formateurs et puis ils avaient pris en compte, mes difficultés que j'avais. Voilà. Donc c'est une formation que j'ai faite en POE, en fait, pendant 3 mois et demi et au bout de 3 mois et demi, effectivement, à l'issue de cette formation, j'ai eu, de la chance et aussi le bon vouloir, qu'une entreprise, m'ait contacté qui est Esperis, maintenant, mon entreprise actuelle. Ça fait bientôt 1 an et demi que j'y suis et tout ça en fait pour dire, que c'est accessible vraiment pour tout le monde, vraiment. Je suis pour moi, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je suis quelqu'un, on va dire, je suis une personne, j'ai pas peur de le dire, hein, j'ai pas honte. J'ai jamais été très doué à l'école. Parce que j'étais beaucoup dissipé, voilà, j'étais pas très bon élève et donc vraiment, je pense que c'est pour ça que je me sers comme exemple parce que si moi j'ai réussi, c'est je juge que pour moi tout le monde peut réussir, vraiment et c'est pas, effectivement, il y a de la technique, mais je pense que c'est comme toute chose. Depuis tout petit, on apprend à faire du vélo. En grandissant, on apprend aussi par la suite à s'occuper de soi, à faire la cuisine, et cetera. Et je pense que ça fait partie on va dire, de l'éducation de toute une vie, hein, parce qu'une éducation, c'est jamais que en enfance et que à l'adolescence. Pour moi, c'est toute une vie. Donc, c'est un long apprentissage, comme on dit chez nous. Et c'est vraiment n'ayez pas peur, hein, vraiment, pour ceux qui veulent, se reconvertir et c'est quand je dis que c'est à la portée de tout le monde, j'en suis la preuve vivante, vraiment. C'est, de ce côté-là, faut vraiment pas avoir peur et justement, on est souvent bien encadré dans ce domaine, en fait, aussi, surtout. Un peu comme dans tous les métiers, hein, si l'encadrement est bon, logiquement, on ne devrait pas avoir peur. Donc Espiris, c'est quoi, en fait? Donc c'est une ESN, effectivement. Donc moi, mon poste à moi, donc c'est du, support utilisateur ou, proprement parlant, on pourrait dire donc technicien système et réseau. Donc c'est support utilisateur, donc c'est quoi? Donc ça consiste à quoi en fait? Donc on est le premier rempart, c'est-à-dire, pour tout client, hein, c'est, on va dire, c'est un environnement en fait qu'on reçoit en fait, on nous appelle, donc c'est ça, c'est de l'appel, on peut dire aussi c'est un peu de la hotline, hein, mais il faut pas avoir une appréhension sur la hotline, hein. Vraiment, faut pas, je sais que l'image de la hotline, on va dire il y a 10 ans en arrière, était pas forcément bien vue, mais comme on dit, dans le monde informatique, c'est vaste et c'est un vrai métier, vraiment.
support utilisateur. C'est comme pour mes autres collègues aussi, je ne sais pas s'ils seront d'accord avec ça, mais c'est quand même aussi un vrai métier et c'est quand même quelque chose qui est pas évident parce qu'il suffit pas d'écouter. C'est que il faut comprendre ce qu'on entend. Donc c'est ça. Donc nous on reçoit donc les premiers appels, donc les premiers utilisateurs, donc on les reçoit en appel. Donc on fait un diagnostic de leurs problèmes, donc c'est un environnement, comme par exemple, ces temps-ci chez nous, par exemple, on a beaucoup de problèmes, de migration, enfin, d'Office, donc 365. C'est-à-dire, pour le client qu'on travaille, ils étaient, on va dire, en Office 2013 et là, ils ont migré en fait à la dernière version d'Office et ça a causé beaucoup de problèmes. Donc, des problèmes de connexion d'applications dures et on va dire, comme Outlook, Teams, Word, Excel, tous les outils Office, de 365 et depuis la migration, par exemple, beh, ça cause beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de connexion, des problèmes de mots de passe et donc et là, c'est là qu'on intervient nous, donc le support, on est le premier rempart. On prend l'incident, on le diagnostique. Si on peut le résoudre, tant mieux. Si on peut pas, on l'escalade comme on dit chez nous, le mot. On escalade le ticket donc à nos N2. Si les N2 ne trouvent pas, N3 et cetera. Mais logiquement au N2 ça suffit. Si ça atterrit au N3, là c'est que c'est un peu plus grave, on va dire. Mais donc voilà, c'est mon métier actuel. Donc vous voyez, moi j'avais beaucoup d'appréhension quand j'ai commencé. J'étais en panique parce que techniquement, faut dire ce qu'il y a au départ, j'avais peur. Je me suis dit: «Mais j'arrive dans un domaine qui est pas le mien, je connais pas forcément tous les acronymes, je connais pas tout ceci, cela». Mais en fait, c'est vraiment pour moi, c'était quand même relativement simple. Alors quand je dis ça, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais non. Vraiment, faut pas vous inquiéter, surtout si vous êtes, issu d'un autre métier. Vraiment, faut pas avoir peur du tout. Donc, je pense moi de mon côté avoir fait le tour. Après surtout n'hésitez pas par la suite après, quand on va entamer bien sûr la suite, de la réunion, n'hésitez pas à me poser des questions aussi par la suite, par rapport à ça et donc, voilà, moi je pense avoir fait le tour, de mon de mon infrastructure à moi, on va dire. OK, donc en fait, ta journée, «type» entre guillemets, donc c'est vraiment tu prends, les appels, enfin tu prends les tickets, Oui, et tu essayes de les résoudre et si c'est pas le cas, effectivement, ça passe à d'autres niveaux, ensuite. C'est ça à peu près, tout hein, à si fait. je résume? Ouais. Après attention, il y a aussi le côté, c'est pas individuel, hein. Si on ne Mmh. peut pas résoudre, les collègues sont là. Donc, c'est vraiment il y a aussi un esprit d'équipe, il y a une cohésion tout de même dans ce domaine aussi de l'IT. Voilà, c'est que si on ne peut pas, effectivement, on essaie tout de notre côté pour vraiment venir en aide à l'utilisateur et on n'est pas que des robots. Vous voyez? C'est pas parce qu'on est à Hotline, c'est pas parce qu'on entend le mot Hotline qu'on est forcément des robots. Non, 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 c'est vraiment, on a des collègues qui sont là sur place et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Parce que c'est en demandant justement à des collègues qui ont des connaissances ou aller voir auprès de nos N2 ou nos N3. Quand on dit N2 et N3, c'est les niveaux en fait, si vous voulez, pardon. C'est vrai que j'ai parlé un petit peu, c'est même pas forcément technique, mais voilà, c'est pour escalader, on va dire, un niveau supérieur qui a une plus grande connaissance, parce que malheureusement, on n'a pas réponse à tout. Mais, je maintiens vraiment à dire que c'est comme ça qu'on apprend. Donc en fait, c'est vraiment un long apprentissage. Donc c'est normal de pas tout connaître dès le départ. Moi, on va dire sur 1 an et demi, honnêtement, comme je vous dis, hein, je suis pas le plus doué. J'ai mis, allez, 6 7 mois pour être à l'aise. C'est parce que moi, je suis un diesel, hein. Je mets du temps. Donc, voilà, mais si ça dépend de chaque personne, hein. Donc vous êtes pas tout seul déjà premièrement et vraiment faut pas hésiter, à se tourner vers les collègues parce qu'après nous chez nous, bon, ça dépend des ESN, mais on a des référents techniques. Après on a nos, superviseurs, team leaders et cetera. Mais, donc voilà, faut pas OK. hésiter. Et si par exemple par rapport au projet, donc là sur la plateforme RH, hein, qui doit être installée dans l'entreprise, si par exemple il y a un salarié qui, a perdu ses codes d'accès, Mmh. on peut faire appel à toi? Ça peut, être C'est ça, considéré tout à comme un fait. ticket, par exemple? Bien sûr, ça rentre dans le périmètre de support utilisateur. Voilà, quand en fait, si je peux me permettre, à moins que je me trompe, c'est que je pense que quand je dis premier rempart, c'est vraiment on est les premiers remparts. Peu importe l'incident ou la demande de l'utilisateur, ça doit passer automatiquement par le support utilisateur. C'est pas possi Je veux dire un truc tout bête, par exemple, si c'est par exemple un mail, un phishing, par exemple, un mail frauduleux, on pourrait dire: «Oui, ça peut passer directement à la cyber». Non, non, Mmh. non. Il y a une structure, il y a des process.
C'est pour ça que je dis que c'est facile en fait compte, parce qu'on n'est pas on est dans un process, une procédure. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à la portée de tout le monde. Donc c'est pas entre parenthèses, c'est pour ça qu'on nous laisse pas dans la nature. Donc même ça, ne du plus petit problème comme au plus gros problème, ça passe automatiquement et je pense que c'est à 90 des ESN ou des entreprises, qui sont dans le support, ça passe forcément par nous, donc par les N1, donc le premier rempart, c'est quoi qu'il arrive. OK, ça marche. Bah, merci beaucoup, Niroud. Pas de problème. Lorraine, je te laisse te présenter du coup, pour la suite. Pas de souci. Donc, bonjour, donc Lorraine, donc moi ça va réconforter aussi, hein, ce que déjà Niroud a pu dire, sur pas mal de points. Moi je suis en reconversion professionnelle aussi. Concrètement, j'ai travaillé dans le domaine administratif, j'ai travaillé dans le domaine commercial, j'ai travaillé en plateforme téléphonique, j'ai fait un peu de tout. Donc du coup ça permet de montrer que oui effectivement, on peut à tout moment faire une reconversion, quel que soit le métier, d'où l'on vient et vers celui qu'on veut aller. Donc moi effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pour ma part, j'aimais beaucoup ce que je faisais en administration, en commerce ou autre. Ce qui m'a fait changer et me réorienter surtout, c'est quand on a des soucis informatiques qu'on peut pas réparer parce que c'est pas notre domaine, alors qu'on aime bien bidouiller un petit peu, les ordinateurs. Ça remet un petit peu en question les choses et c'est vrai que, du coup, je me suis un petit peu remise en question en me disant que, pourquoi pas changer, me réorienter vers plutôt quelque chose qui est une passion et non pas juste une formation que j'ai pu faire et avec un diplôme, à la clé. Donc moi, je suis repartie effectivement, pour, on va dire, remettre aussi les pieds, dans les cours parce que comme les routes, je suis pas, fan des cours où on est assis, face à un formateur toute la journée à écouter ce qu'il nous dit. Heu, J'étais pas non plus à des niveaux hyper élevés en cours, le collège et le lycée, c'était pas trop pour moi. Donc c'est vrai, reprendre, c'est un peu compliqué. Donc moi, en fait, j'ai recommencé par ce qu'on a appelé des prépas tremplins avec, la FAP et Saint-Plon, à Rennes, qui était une petite formation de 2 mois, en fait, qui me permettait de revoir un petit peu, comment se repasser les cours et puis redécouvrir un petit peu le monde commencer en tout cas à découvrir un petit peu le monde du numérique. Et à la suite de ça, donc moi, je suis partie effectivement plutôt au début dans une formation, qui comprenait de l'analyse cybersécurité et la partie effectivement, le même diplôme que Niroud, donc plutôt technicien, système réseau. Suite à ça, bon, la formation que j'avais fait, j'ai pas pu la finir parce que j'avais pas trouvé d'alternance, donc je me suis redirigée vers l'ENI, où du coup j'ai pu finaliser mon diplôme de technicien système réseau. Donc ça, c'était plutôt en cours pendant 6 mois intensifs et après 2 mois de stage pour quand me permettre de découvrir quand même le monde du travail et appliquer un peu ce qu'on a appris en cours. Ce que j'ai trouvé plutôt très bien fait puisque ça permet de réellement mettre des mots clés, des mots sur ce qu'on fait, sur ce qu'on voit en cours et de vraiment, voir, le monde du travail, comment ça se passe, par rapport aux cours qu'on a pu voir. Parce que des fois on peut s'imaginer des choses et on peut tomber de très haut ou en tout cas découvrir autre chose que ce qu'on pensait. Donc là-dessus, ça permet de bien encadrer et puis, moi du coup, donc je suis au niveau, donc au-dessus de Niroute au niveau cursus puisque donc là, moi je suis actuellement donc sur, le bac+4 donc administrateur système réseau. Donc là actuellement donc en alternance donc, dans une ESN, donc à Cesson. Donc moi, au niveau service dans lequel je suis actuellement, c'est un peu particulier par rapport à ce qu'on peut trouver pour l'administrateur système réseau. Concrètement, on peut travailler dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de domaines. Moi, actuellement, je suis plutôt dans un service qui gère principalement que du build. Donc, on est vraiment que sur de la construction de projets de A à Z avec le client. Et donc, après, nous, dans ce que je fais, principalement, c'est ce qu'on va enfin, voilà, on fait la construction, donc beaucoup de recherches, la documentation, beaucoup d'échanges avec les clients pour, effectivement construire le projet et une fois que c'est fait, on est sur tout ce qui est effectivement, de l'installation, du déploiement, de la configuration de matériel et après effectivement de l'installation chez le client. Et après par rapport à ce que nous on fait, il y a une partie complémentaire qui est plutôt gérée par d'autres services comme des services d'infogérance.
qui eux prennent le relais justement après pour potentiellement tout ce qui est dysfonctionnement ou autre, une fois que tout est déjà mis en place. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que tu travailles pour beaucoup de clients, Lorraine? Est-ce que c'est des clients très différents, par exemple? Oui. Oui, on peut travailler vraiment pour des domaines très divers et variés. Pour une petite entreprise comme pour une très grosse entreprise, les projets sont jamais les mêmes, ce qui est demandé n'est jamais le même. Là, actuellement, on est sur principalement 2 gros contrats avec le même client, mais on a encore 2-3 contrats à côté de petits clients où c'est plus des collègues qui les gèrent. Mais oui, c'est très varié. Est-ce que tu peux juste repréciser éventuellement la différence entre le build et le run? Comme tu disais, toi, tu es vraiment plus sur la partie construction justement de projets Oui. voilà, de A à Z avec des clients différents et des équipes. Est-ce que tu peux juste nous préciser un petit peu cette différence? Oui, ben, en fait, le build, c'est vraiment un client, en fait, qui fait une demande en disant, voilà, alors soit sur quelque chose de déjà actuel au sein de l'entreprise et qui veut complètement reformuler. Je peux donner à titre d'exemple sans rentrer dans le détail puisque on est à des niveaux où je peux pas forcément donner toutes les informations de ce qu'on traite. Mais là, moi, par exemple, à l'heure actuelle, le client sur lequel je suis, on est, sur un client qui a, 2 SI actuellement. Au sein de son entreprise. Hem Et ce qu'elle souhaite faire, en fait, c'est faire une refonte de ces 2 SI classifiés. Donc pour ça, elle s'était dit, pousser plus loin, donc juste checker, en fait, ce qui existe déjà et ce qu'on peut conserver, plutôt sur la partie applicatif pour, effectivement leurs clients ou leurs salariés. Et après nous, en fait, à nous donc de construire la partie effectivement, de tout ce qui est l'infrastructure, le réseau, la sécurité du matériel, tout ce qui est système, la sauvegarde des données. Donc en fait, on réfléchit, en amont, aux solutions possibles avec échange client, voir effectivement, s'ils ont des prérequis, s'ils ont des attentes particulières, si, effectivement il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, on a des clients qui préfèrent travailler que sur du Windows, d'autres que sur du Linux. Il y en a qui aiment bien mélanger les 2 ou voilà. Donc après, c'est à nous aussi de nous adapter, de voir ce qu'on peut proposer aussi en fonction de ce qu'ils veulent conserver ou de ce qu'ils veulent utiliser comme applicatif ou, comme système d'exploitation. Et après, à nous, en fait, de nous conformer à ce qu'ils demandent et de leur proposer les meilleures solutions adaptées. Et après, effectivement, derrière, à nous d'établir toutes les configurations et effectivement, donc de faire l'installation sur le matériel. Donc en fait, en termes, par rapport à ce que tu nous dis, en termes de compétences aussi, transverses, nécessaires, j'imagine qu'il faut aussi beaucoup d'adaptabilité parce que tu Oui, as des clients assez différents. oui. Et puis, voilà, une capacité aussi un petit peu, d'écoute, j'imagine, puisque les outils ou les environnements utilisés, voilà, peuvent aussi, différer. Donc il faut être assez souple et puis s'adapter assez rapidement, j'imagine, en termes de compétences? Bah, oui, oui, puisqu'en plus on travaille donc bah, du coup, en fonction du client, il y en a qui veulent du matériel précis aussi, donc c'est pas toujours les mêmes. On peut très bien effectivement avoir, du matériel, on peut très bien travailler sur un modèle de firewall ou de switch et puis le lendemain être sur un autre client et qui veut complètement autre chose. Donc la configuration n'est pas la même. L'installation n'est pas forcément pareille en fonction du matériel, donc effectivement, faut savoir s'adapter. Après effectivement, beaucoup d'échanges avec le client, faut s'arrêter à l'écoute. Faut aussi savoir, en fonction de ce que le client demande, dire si c'est possible ou pas. Parce que des fois, certaines demandes peuvent ne pas être du tout correspondre, n'est pas du tout adaptée à la situation ou voilà, si le client nous demande de mettre, un matériel en particulier, mais qui veut une configuration et heu et des choses dessus qui sont beaucoup trop puissantes pour le matériel, faut aussi pouvoir lui dire. Soit OK. effectivement soit effectivement sur partir du matériel plus récent, plus adapté, soit dans ces cas-là, revoir à la baisse peut-être effectivement la configuration qu'il souhaite, le niveau de sécurité ou de sauvegarde, quoi. Donc voilà, c'est toujours un échange constant avec le client et en fonction des recherches qu'on fait, de pouvoir, expliquer pourquoi on propose telle solution, et pourquoi en fait on adapte plutôt cette solution qu'une autre.
OK. Et par rapport au projet, initial, de Karine, donc toujours sur, notre logiciel RH, si jamais il y a un problème dans le déploiement ou par exemple une panne, on va dire, une panne sur le logiciel, est-ce que toi tu peux intervenir sur ce périmètre-là? Bah, oui, oui, oui. Après, alors moi, au vu de ce que je fais dans l'entreprise actuelle, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait forcément. Mais après, effectivement, oui, on peut intervenir, ça peut être compris comme une intervention, en tout cas dans le diplôme, actuel en tant qu'administrateur système réseau. On peut effectivement, réfléchir à ce qui a été mis en place, regarder ce qui s'est passé, et reprendre en fait étape par étape pour voir, si, il y a des choses effectivement sur lesquelles on peut intervenir, améliorer, par rapport à ce qui a été, déjà mis, en place de base. Ou après on peut aussi être, plutôt sur le service aussi en amont. Donc, quand ils veulent choisir effectivement par exemple le logiciel, de pouvoir effectivement proposer, des solutions, pour effectivement tout ce qui va être la sécurité, la configuration pour après l'utilisation de l'outil. OK. Ça marche, merci beaucoup. Alors, il y a une question de Sophie, et pour le run, alors c'est peut-être sur la définition du run, on est plus là sur vraiment de la maintenance au final, Oui. hein. Je ne sais pas si, Nirou ou Lorraine, il y en a un de vous 2 qui veut répondre, mais on est moins sur la construction, sur le build comme expliquait Lorraine. On est vraiment plus sur de la maintenance, corrective en fait, pour faire en sorte que tout fonctionne et puis si jamais il y a des bugs, pouvoir les résoudre. Merci en tout Heu, cas, Lorraine, merci beaucoup pour ces explications. Du coup, on va continuer avec, Yann. Je te laisse, te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Yann. J'ai travaillé pendant un an en tant qu'analyste SOC, donc dans un SOC, ce qui est une composante de la cybersécurité. Je vais revenir dessus plus tard. En termes de formation, moi, à la base, je suis plutôt développeur informatique et à un moment dans ma vie, j'ai changé de métier. Je suis devenu fromager. Donc il y a quelque chose qui a rien à voir, mais je marche un peu comme, Lorraine disait, par, métier passion. Donc, l'informatique, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, et le fromage aussi. Donc, j'ai fait un peu de l'un, un peu de l'autre, et malheureusement, je me suis cassé le dos sur le deuxième métier. Donc, aujourd'hui, je me retrouve un petit peu handicapé, j'ai des problèmes de dos assez graves, et je ne peux plus faire de métier physique, en fait. Donc, je suis reparti dans l'informatique, et au lieu de développer des applications, j'ai refait une formation en tant que TSSR aussi, histoire de coller avec mes 2 collègues précédents. que je viens de passer là. Et vu que j'ai fait ma formation en alternance en cybersécurité, ça m'a beaucoup plu. Et je vais poursuivre dès demain, parce que je continue une formation en cybersécurité sur d'abord un bachelor et après vers un master, normalement. On verra ce que ça donne. Donc, pour redire un petit peu ce qu'ont dit mes collègues, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire des formations de reconversion, des choses comme ça. Je vais un peu nuancer ce que disait Niro tout à l'heure, c'est que tout le monde ne peut pas faire l'informatique, le TSSR et le truc. Mais ce n'est pas une histoire de j'étais bon à l'école avant ou pas. C'est déjà une histoire d'envie, une histoire de motivation Mmh. et aussi une histoire de comment, de talent, de caractère intrinsèques qui sont dus aux personnes, en fait. C'est ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui au niveau des CV, les soft skills, par exemple. Il faut avoir, par exemple, un bon esprit logique, un esprit qui va permettre de quand même se retrouver dans des choses qui sont quand même bien définies. Donc, normalement, on peut facilement, dans l'informatique, je veux dire, les règles sont posées. Donc, normalement, on n'a pas trop de soucis pour s'orienter dans le milieu informatique, dans des systèmes ou des choses comme ça, parce que si on prend le temps d'apprendre les choses, normalement, il n'y a pas de raison que ça se mette à marcher complètement différent. Donc, en fait, ça demande un esprit logique, d'analyse, donc pour arriver dans ces métiers-là. Il y a aussi d'autres choses et qui ont été mis en valeur tout à l'heure, c'est que ce pas des métiers où on est, comme souvent on le montre peut-être dans la culture pop, des métiers où on est tout seul derrière un ordinateur à faire notre truc dans notre coin. Les métiers de l'informatique, c'est des métiers qui sont avant tout des métiers sociaux, où on va travailler en équipe, toujours, pour tous les métiers dans l'informatique. Enfin, j'en connais pas, ou très très peu, où des gens réussissent parce qu'ils ont sont mis à travailler tout seuls, quoi.
Si on prend par exemple, même il y a des gens qui ont commencé tout seuls. Si on regarde les success stories de Zuckerberg ou ce genre de personnes, ou Jeff Bezos, voilà, ils ont peut-être commencé tout seuls dans leur coin, mais bien vite, ils ont eu besoin d'équipes pour développer leur infrastructure et pour développer leur logiciel ou leur site. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire par rapport au caractère qu'il faut avoir. Donc un esprit rationnel, logique, un esprit d'équipe, des qualités humaines de communication. Il faut savoir communiquer avec des clients, il faut savoir expliquer des choses qui sont relativement complexes à des personnes qui n'y connaissent relativement rien. Et cette interface-là, elle n'est pas évidente à faire. Je pense que Lorraine, tu dois rencontrer ça aussi dans ton travail, où expliquer des concepts de réseau, de séparation ou de cybersécurité à des gens qui veulent juste un logiciel qui marche avec, je te vois sourire, je pense que c'est ton quotidien, eh ben, il faut vraiment être capable de synthétiser des connaissances techniques très pointues et de pouvoir les régurgiter comme ça à des gens qui ne vont pas y comprendre grand-chose. Il faut savoir La s'adapter en fonction du client en face, oui. Voilà, exactement. La cybersécurité, c'est exactement le même principe, parce que bien souvent, on va avoir besoin de faire des rapports à des dirigeants pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et ces dirigeants-là, ils n'ont pas fait de réseau, ils n'ont pas fait de système, ils ne savent pas ce que c'est exactement. Et pourtant, il faut qu'ils prennent des décisions qui vont parfois engager des budgets conséquents. On parle de centaines de milliers d'euros parfois. Donc, juste pour la cybersécurité, hein, pas pour le développement en soi de l'infrastructure. Donc, c'est bon, le truc. Mais après, faut pas avoir peur des formations, faut savoir commencer au bon échelon par rapport à là où on est. Donc moi, j'ai recommencé par exemple avec un TSSR, que j'avais déjà un bac+2 dans l'informatique, mais c'est pas grave parce que c'était une autre formation. Et je sais que pour travailler dans la cybersécurité, pour ce que je veux faire, il faut avoir quasiment un bac+4 ou un bac+5. Sinon, on n'est pas très crédible en fait, on n'a pas assez de connaissances. Donc, il ne faut pas avoir peur de reprendre des études, peut-être même parfois un peu longues, puisque comme Newt, je ne suis pas tout jeune non plus, j'ai 45 ans, et je vais finir mes études à 48 ans. Mais ce qui est bien, c'est que ces études-là, on n'est pas obligé de les faire à l'école en permanence, et que bien souvent, ça passe aujourd'hui, c'est bien. On a vraiment une chance, c'est qu'il existe l'apprentissage, la professionnalisation qui permet de travailler en alternance dans les entreprises, et donc tout de suite de travailler sur du concret, dans des équipes, et de se forger vraiment une compétence directement en très peu de temps. En fait. Donc voilà. Après, donc la cybersécurité, en quoi ça consiste exactement? J'ai vu que sur le thème, quand on a un peu préparé, on parlait un peu de RGPD. Or, c'est pas exactement ça. Le RGPD, par exemple, c'est des directives européennes qui ont été émises qui permettent de protéger les données personnelles. Alors, par exemple, ça, c'est des données personnelles sont généralement regroupées dans une base de données. Ces bases de données-là doivent être déclarées à la CNIL, et dans ces bases de données, souvent, il y a vos noms, prénoms, adresses, numéro de carte bleue, des choses comme ça, donc des données sensibles. Donc, pour les entreprises commerçantes, ça va être des données clients, mais pour des entreprises, comme on va le voir, par exemple, sur l'exemple qu'on a choisi sur le logiciel RH, ça peut être des données qui sont internes à l'entreprise et qui vont contenir aussi ce même genre d'informations. Ces données-là, c'est important de les protéger, et pour ça, on met en place plusieurs choses, donc notamment au niveau matériel. Par exemple, Lorraine, c'est ça dont elle s'occupe, c'est-à-dire mettre en place des firewalls et des règles de redirection par rapport à ce qui va venir de l'extérieur. Et je ne sais plus où j'en suis, mais donc il faut protéger ces données-là. Il y a dans les métiers de la cybersécurité des gens qui sont responsables de la protection de ces données-là, qui font des procédures, qui font des déclarations d'attaque aussi, parce que quand on se fait attaquer, il faut le déclarer. Et donc le but est donc de protéger les données personnelles des gens, mais alors la cybersécurité, ça va plus loin, puisque ça protège aussi les données de l'entreprise. Ça peut être des données, je ne sais pas, la recette de Coca-Cola, par exemple, pour être un peu caricatural. Ça peut être tout ce qui fait que c'est la propriété intellectuelle d'une entreprise, en fait. Donc voilà. Alors comment on s'y prend? C'est voilà, des protections matérielles, c'est l'ajout de petits programmes qui sont dans les serveurs, c'est-à-dire les serveurs. Qu'est-ce que c'est qu'un serveur? C'est une machine sur lequel on fait tourner des logiciels qui vont accéder facilement aux données. Et en fait, nous, de notre côté, on va requêter, c'est-à-dire qu'on va envoyer
des demandes à ces machines pour obtenir l'information. Par exemple, un site web, on le consulte chez nous alors qu'il est sur un serveur quelque part dans le monde. Donc, on installe des petits programmes sur ces serveurs-là qui vont nous remonter en fait les journaux de bord des machines. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé sur le logiciel, sur la machine. Et on va pouvoir aussi mettre ce genre de logiciel-là pour savoir le trafic réseau, c'est-à-dire qui s'échange quoi, par qui, par quoi, par quelle procédure, quel protocole, enfin, on reviendra dessus peut-être plus tard. Et donc, moi, le métier que j'ai exercé pendant un an d'analyste SOC, ça consiste à regarder tous ces journaux de bord. Un journaux de bord, il faut voir ça, comme qui s'est connecté, quoi, où, quand, à quelle fréquence il a essayé de rentrer des mots de passe ou des choses comme ça. Et pour nous, ça va être d'établir des règles qui vont définir ce que c'est qu'une connexion normale et une connexion anormale. Par exemple, si on voit que sur un compte, on essaye de rentrer un mot de passe 50 fois à suivre en 1 seconde et demie et que tous ces mots de passe-là ont été rejetés sauf le dernier, ben, on se doute que ce n'est pas quelqu'un qui va taper 50 mots de passe en 1 seconde et demie. C'est forcément un programme ou une machine qui va essayer de faire ce qu'on appelle un brute force du compte pour essayer d'accéder au compte sans avoir le mot de passe. C'est-à-dire qu'il va rentrer les codes les plus courants, 000, ABCD, bonjour, ce genre de choses. Ce genre de choses qui sont encore aujourd'hui extrêmement utilisées. Donc, le boulot, c'est de définir ces règles-là et de les mettre en place pour que dès qu'on a ce genre de choses, ben, il y a des alarmes. Parce que la cybersécurité, ce n'est pas empêcher les attaques, c'est retarder les attaques le plus possible, mettre à jour les systèmes de façon à ne laisser le moins possible de vulnérabilité et surtout d'avoir des procédures, puisque en informatique, on marche beaucoup sur le système de procédures quand même, dès qu'il y a des problèmes, pour être prêt quand ça arrive en fait. Donc dès qu'il y a un problème, le but ça va être de réagir rapidement et de savoir comment isoler une machine, un poste, un compte pour que l'attaque ne se propage pas à d'autres systèmes. Et ensuite, ben, on déclare, il y a des enquêtes qui permettent de savoir, de retrouver les gens qui ont attaqué ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est impossible en fait de garantir la protection d'un système à 100%. C'est impossible. C'est un peu comme dans la savane. Si l'attaquant, ça devait être le lion et que les entreprises, c'était les gazelles, il ne faut juste pas être la gazelle qui est la dernière. Il faut survivre. Et c'est un peu ça. En cybersécurité, il faut être le mieux protégé possible parce que en fait, les gens qui se font attaquer, c'est les gens qui ne sont pas protégés, tout simplement. Donc, on verra peut-être. Voilà, alors, je vois qu'il y a dans les questions, il y a le brute force, ça, je l'ai parlé, le dictionnaire, oui. C'est exactement ça. L'éducation, sensibilisation auprès des acteurs du SI. Alors, ça fait partie aussi des métiers de cybersécurité. La sensibilisation, surtout, ce qui se fait, c'est sensibilisation par rapport au phishing, puisque c'est principalement par là que les attaquants vont avoir des portes d'entrée sur les systèmes. Et ensuite, c'est sensibilisation sur ne pas ramasser la clé USB qui est trouvée sur le parking pour mettre sur son poste au travail, sinon on peut avoir une attaque par ce biais-là. Il y a tout un tas de choses qui sont faites par rapport à ça, ça fait partie des métiers. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour, on reviendra dessus peut-être plus tard. Merci Yann, c'est très complet. Donc effectivement, là pour reprendre un petit peu l'exemple du projet, donc ce serait par rapport à Karine, c'est aussi sensibiliser ses équipes en interne pour effectivement avoir les bons process, les bons gestes, la bonne attitude en interne pour effectivement ne pas favoriser l'attaque. Donc comme tu disais, c'est pas forcément empêcher, mais c'est essayer de retarder. Donc il y a toute cette partie aussi formation. On retrouve un peu l'aspect pédagogique que tu évoquais au début. Et puis, c'est aussi effectivement mettre en place des choses voilà, un peu plus matérielles ou voilà, en interne pour éviter justement une cyberattaque, par exemple, quoi. De ton côté, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'aller vers la cyber? Enfin, qu'est-ce qui te donne envie d'aller dans ce secteur-là? Ce secteur, qu'est-ce qu'il me donne? Parce que moi, c'est un milieu que je me plais, où il y a un côté toujours innovant, en fait, où c'est pas un genre de métier où on peut s'ennuyer, se reposer sur ses lauriers parce que ça ne marchera pas. C'est un métier où il faut toujours être. Alors, ça, c'est un autre aspect du métier dont je n'ai pas parlé, mais c'est la veille technologique. Il faut toujours être un petit peu à l'écoute, et c'est même pas un petit peu, c'est beaucoup. Il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau milieu informatique parce que
Les systèmes informatiques, pourquoi je disais qu'on ne peut pas les protéger à 100%, c'est qu'il y a toujours quelqu'un à un moment qui va trouver une faille quelque part pour pouvoir exploiter une vulnérabilité, rentrer dans un système informatique d'une entreprise. Donc, il faut toujours être à l'écoute de ces nouvelles techniques. Et c'est vraiment ça que le cœur, vraiment la chose la plus intéressante, c'est que c'est un métier qui est en perpétuelle évolution, en fait, quoi. Comme toute l'informatique en général, mais là encore plus, je pense. Ok. Merci beaucoup, Yann. On va continuer avec Alexandre. Du coup, je te laisse pareil, te présenter, nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et donc, toi, ce sera plutôt peut-être sur la partie DevOps pour le coup. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Alexandre Réaumé. Donc, je vais intervenir en tant qu'ingénieur DevOps sur le projet. Moi, j'ai commencé par faire des études d'ingénieur. J'ai eu mon diplôme il y a une quinzaine d'années et j'ai ensuite continué vers du développement applicatif, donc la partie qui a été vue la semaine dernière. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années et j'étais toujours l'ingénieur qui allait bosser sur les problèmes qui impliquaient la production. Donc, ce qu'on décrit Nirut, Lorraine et Yann. Donc, je me suis lancé dans ce rôle de DevOps dont le rôle est un peu protéiforme. En fonction de l'entreprise et du projet sur lequel vous allez être, c'est pas exactement la même chose que vous allez faire. Le principe, c'est de se mettre à la place de Karine, qui veut déployer son système RH, de regarder toute l'offre technique et ce qu'on fait, et d'essayer d'enlever tous les points où il y a de la douleur, des ralentissements et des problèmes. Donc, je prends toutes les balles perdues. Grosso modo, c'est un peu le principe. Donc, par exemple, si Nirut a quelqu'un au téléphone et il essaye de résoudre le problème, au bout d'une heure ou deux, il n'y arrive pas, il va escalader au N2, au N3, etc. Si personne n'y arrive, grosso modo, c'est moi qui suis au N3 qui vais le récupérer et qui vais aller investiguer. Donc, j'ai moins de clients, mais je les connais mieux. Et je connais aussi tout le périmètre technique du client ou de la cliente, ce qui fait que je connais un peu tout, mais je suis bon nulle part. Donc, je fais un peu de sécurité, mais je suis pas aussi calé que Yann. Je fais un peu de réseau, mais je suis pas aussi calé que Lorraine. Je fais un peu de support client, mais je suis pas aussi calé que Nirut. C'est un peu ce genre de choses. Vu que je suis anciennement développeur applicatif, je peux aussi aller les voir et leur dire, pour les besoins de la production, on aurait besoin de leur faire des recommandations, en fait. Voilà les problèmes qu'on rencontre et voilà comment vous pourriez nous aider à ne plus les avoir. Je peux prendre un exemple typique de ce que j'ai eu sur un job précédent. On se rendait compte qu'il y a certains types d'incidents sur lesquels les intervenants de l'équipe de Nirut, par exemple, prenaient trop de temps pour régler les problèmes. On a investigué et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les infos qui leur permettaient de régler le problème, en fait, de le régler dans le temps imparti. Ce qui fait que moi, j'ai été voir l'équipe de développement. J'ai été leur expliquer, voilà les infos qu'il nous faudrait pour résoudre les problèmes. Et eux me disent, ah ben non, désolé, là, on a notre planning sur 3 mois, on ne peut pas le faire. Du coup, moi, je suis disponible, je le fais. Parce qu'on en a besoin pour décharger l'équipe de maintenance en conditions opérationnelles. Donc, c'est pas une option. On va être obligé de le faire. Donc, moi, j'ai du temps, je le fais pour vous. J'ai ces deux compétences, ces deux casquettes, d'être à la fois côté développement et côté opérationnel, d'où le mot DevOps. Moi, c'est un rôle qui me plaît beaucoup, justement, parce qu'on touche à beaucoup de technologies, un peu un couteau suisse. Et on parle à beaucoup de monde et on apprend de tout le monde parce qu'on rencontre tout le temps des gens, que ce soit des chefs de projet, la compliance pour la RGPD, le SOC pour la sécurité, le réseau, le stockage pour les sauvegardes, le helpdesk ou les développeurs de différentes applications. Et ils ont tous des perspectives différentes et ils s'y connaissent tous mieux dans leur domaine. Moi, mon rôle, c'est d'enlever les blocages et de faire que tout le monde se parle pour qu'on puisse tous mieux travailler ensemble et surtout que ça aille plus vite, qu'on puisse déployer les changements faits par l'équipe de développement plus vite et avec moins d'erreurs en tout cas, et qu'il y ait moins de bugs ensuite détectés par les clients en production.
Est-ce qu'on peut dire que le rôle du DevOps, c'est un peu de faire le lien entre les équipes dev et réseau, mais enfin de fluidifier vraiment, d'automatiser un petit peu les process? Est-ce qu'on peut dire ça? Enfin, il y a quand même une espèce de responsabilité un peu commune finalement à toutes les Ouais, c'est ça. équipes-là et le DevOps est là pour ça? Exactement. L'observation qui a été faite, parce que c'est un rôle qui est apparu il y a 10-15 ans, c'est que les gens se regroupent en équipes et du coup en silos informationnels. Le SOC va parler principalement avec des gens du SOC pour la sécurité. Les développeurs applicatifs vont principalement se parler entre eux. Il y a évidemment des informations qui se transmettent d'une équipe à l'autre, mais des fois il en manque, où il y a pas de, comment dire, de points de discussion partagés. Le rôle du DevOps, c'est aussi d'aller justement créer ces discussions, de mettre les gens en relation. Du coup, ça permet vraiment d'avancer plus vite. Je pense qu'en fonction du nombre de Tout à livraisons fait. par jour, ça permet, j'imagine, d'être plus productif, entre guillemets. Ouais, c'est exactement ça. Généralement, les DevOps se retrouvent propriétaires de tout ce qui est transverse, qui est utilisé par plusieurs équipes. Donc, par exemple, on parle du déploiement. Le déploiement, c'est prendre le travail de l'équipe de développement et le déployer sur les machines de la production, donc de transmettre d'une équipe à l'autre. Donc, c'est quelque chose qui implique plusieurs équipes. Donc, généralement, le DevOps va être comment dire, être l'owner de ce système de déploiement. Par exemple aussi les systèmes de supervision, c'est quelque chose qui est transverse à plusieurs équipes. Les techniciens du helpdesk ou la sécurité en ont besoin pour remonter toutes les informations et les centraliser. Tout ça, il faut le maintenir, il faut écrire des règles. Quand des règles sont inadéquates, il faut les changer. Parfois, ça demande de faire des changements dans l'applicatif également. Donc c'est pour ça, on touche un peu à tout. OK. Et du coup, ça demande, justement, un peu comme on disait avec, le poste d'administrateur système réseau, mais, on est en contact avec beaucoup de personnes, avec beaucoup Tout à fait. d'équipes. Donc, j'imagine qu'en termes de compétences, il faut quand même, faire preuve de beaucoup de relationnel. Est-ce que tu vois d'autres compétences transverses qui sont vraiment utiles pour, pouvoir travailler en tant que DevOps? Tout est bon à prendre en fait, parce que justement, moi je m'y connais par exemple pas du tout en réseau en sécurité, mais je sais à qui aller parler. Je connais suffisamment de termes techniques et de pratiques qu'ils utilisent pour entamer une discussion et les mettre en relation avec la personne qui aura besoin après. Euh, c'est c'est un job comment dire, il faut être ouvert d'esprit, il faut aimer aller vers les autres et ne pas être la personne la plus intelligente dans la pièce quelque part. Parce que tous les gens qu'on rencontre sont plus calés que nous dans ce qu'ils font. Euh, Par contre, ils n'ont pas forcément de moyens identifiés pour aller donner l'information et identifier les personnes qui auraient besoin de leurs compétences quelque part. D'accord. Donc Et moi, ton rôle, oui. pardon. Ton rôle, c'est aussi d'amener du changement, j'imagine, parce qu'en fait, comme tu disais, c'est aussi un métier qui est quand même assez récent, finalement. Mhm. Ça doit pas être évident non plus, justement, d'amener ce changement dans les entreprises ou voilà, d'un point de vue hiérarchique, comme tu disais, il faut peut-être pas être le plus calé de la pièce. Est-ce que ça peut être aussi une problématique, finalement, dans les relations, j'ai envie de dire, avec les différentes personnes que tu peux rencontrer? Oui, certainement, surtout que souvent, les équipes appartiennent à différents prestataires. Alors, je ne sais pas si dans le scénario qu'on a donné, c'est le cas. Peut-être que c'est toute la même compagnie X, Y, Z. Mais il faut souvent mettre en relation des gens qui peuvent être en compétition, dont les entreprises sont en compétition pour les mêmes contrats, par exemple. Donc, effectivement, il y a un côté accompagnement du changement qui est assez intéressant. Après, ça reste quand même un rôle assez technique, donc souvent on fait des recommandations, mais on fait pas nous-mêmes le changement. OK. Ça marche et du coup, de ce que j'ai compris, mais tu vas peut-être pouvoir me dire si c'est effectivement bien Bien ça ou sûr. pas. Le DevOps peut aussi permettre, de découper un petit peu en microservices. Est-ce que, c'est bien ça ou pas du tout? Non, mais tu fais bien de poser la question, parce que comme je disais au début, DevOps, ça ne veut pas dire grand-chose hors contexte. Ça va Mmh. dépendre de quelle application, pour quel client et à quel moment. Donc,
ça peut être d'aller vers le cloud et d'éclater une application en plusieurs microservices qui seraient indépendants, qui permettraient du coup aux équipes de développement applicatif d'aller plus vite chacun sur leur partie. Mais du coup, d'introduire des problèmes de réseau entre ces différents microservices. Ça peut être aussi de faire le chemin inverse, par exemple, de quelqu'un qui aurait une application qui serait partie sur un système de microservices et qui voudrait un peu revenir en arrière. Justement, c'est d'essayer d'adapter l'existant aux conditions réelles qu'on observe en production. Ok. Alors moi, on m'a donné un exemple qui me parle très bien sur le microservice parce que je manquais un petit peu justement de visibilité là-dessus. On m'a dit que effectivement, c'est comme si Facebook ou Messenger plantait, mais que ça n'impactait pas l'autre. Donc, par exemple, Messenger plante, mais ça n'impacte pas Facebook puisque justement, c'est découpé en microservices. Voilà, ça m'a bien aidé à visualiser un petit peu tout ça. Donc, voilà, juste pour expliquer un petit peu à quoi ça peut correspondre pour ceux qui nous écoutent. Ça marche. Merci beaucoup, Alexandre. On va laisser place un petit peu aux questions. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions à poser à l'un de nos intervenants ou de nos intervenantes. Voilà, je vous laisse soit poser directement dans le chat, soit lever la main si vous le souhaitez. Alors oui, j'ai vu que Maxime effectivement demandait le replay, donc effectivement c'est tout à fait possible. Karine a bien mis l'adresse effectivement Printemps du numérique. Alors, je ne sais pas quel est un petit peu, pour ceux qui nous écoutent, votre niveau technique ou votre niveau de connaissance sur les métiers voilà, qui ont pu être évoqués. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi un peu plus techniques, on peut tout à fait aborder cette partie-là aussi. Oui, alors il y a une question pour Lorraine. Ouais, je viens de voir. Je te laisse répondre. Oui, pas de souci. Mon parcours, pour reprendre assez rapidement, moi je viens du domaine plutôt administratif, commercial. Donc j'ai travaillé principalement dans des centres commerciaux, j'ai travaillé également en centre d'appel. Après, autrement, c'était plutôt de l'administratif ou de l'assistanat en accueil d'entreprise. Ce qui m'a pas du tout après empêché de refaire la reconversion vers de l'informatique. Donc en ayant fait effectivement le diplôme de TSSR avant et donc maintenant d'ASR à l'heure actuelle. Et oui, aujourd'hui, tu es donc en alternance administratrice système réseau, donc Actuellement, oui, en alternance dans une ESN. c'est ça. Mais après, il y a bien diverses entreprises dans lesquelles on peut faire de l'ASR. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire quand c'est une ESN, c'est parce que c'est une grosse structure qu'on peut être pris. Par exemple, j'ai un collègue qui bosse d'ailleurs, alors je ne sais pas si Nérou le connaît, qui bosse à Experis. J'ai un collègue qui bosse plutôt dans du service public, donc plutôt pour un hôpital. Il y en a qui travaillent plutôt pour des entreprises de BTP ou des sociétés d'énergie électrique. J'ai même une personne, ce qui est très rare, qui bosse dans une start-up. Mais ça fonctionne quelle que soit la capacité de l'entreprise et de ce qu'elle fait. À partir du moment où, comme toute entreprise, il y a un service informatique, même s'il n'y a qu'une personne, des fois, on peut travailler dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel domaine. Après, le champ, par contre, de compétences demandées et de travail effectué, du coup, est varié et différent en fonction de l'entreprise. Alors, je réponds juste à Pascal qui demande si la formation de TSSR à l'ENI aborde l'aspect cyber dans le cursus. Donc, nous, c'est vrai que la spécialisation cyber, elle va plutôt apparaître en fin de cursus sur plutôt le bac plus 5. Oui. On aborde vraiment l'aspect sécurité en fait à tous les niveaux, au niveau de toutes les formations, puisque bien évidemment, ça fait partie du métier. Mais c'est vrai que la spécialisation, comme disait Yann tout à l'heure, voilà, il faut déjà être bien au fait et avoir des bonnes connaissances vraiment sur tout l'aspect système et réseau. Donc voilà, concernant l'ENI, ça arrive plutôt sur le bac plus 5.
Après, je vois qu'il y a donc effectivement, Maxime, vous étiez intéressé par la partie ASR. Est-ce que vous êtes également intéressé par la cybersécurité? C'est le suspense. Je peux peut-être juste rajouter un petit truc par rapport à ce qui est écrit. L'aspect cyber dans le cursus, oui, c'est le SD principalement bac+5 à l'ENI. Mais après, là, actuellement, moi, j'ai déjà de l'aspect cyber en bac+4 à ASR, puisque le fonctionnement de l'ENI fait que les mercredis après-midi, nous sommes en autonomie. Et sur les sur les parties d'autonomie, il y a bien sûr de l'anglais. Donc, ça va permettre de répondre aussi à Sophie que oui, il y a de l'anglais. Et la partie, effectivement, on a une partie aussi qui permet de voir déjà tout ce qui est la base. J'ai bien la base de la cybersécurité avec 2 sites que l'ENI nous donne et nous demande de voir et de faire pour pouvoir justement avoir déjà un début de connaissance. Puis ça permet de se réconforter, de savoir si on a vraiment envie d'aller là-dedans ou pas et si ça nous plaît beaucoup. Alors, donc question de Sophie, c'est avec Cisco. Alors, qu'est-ce que vous vouliez interroger Sophie? N'hésitez pas à prendre la parole directement, vu qu'on n'est pas nombreux, ça peut peut-être aussi être un peu plus pratique. Je vais prendre la parole du coup. Vous m'entendez? Oui, on Oui. vous entend. Bonjour à tous. Déjà, Bonjour. merci pour cette présentation que je trouvais très riche et intéressante. Ma question, c'était sur les certifications cyber comme Cisco peut en faire ou même Google. Est-ce que ça permet aussi d'avoir une connaissance en plus qu'avec un cursus ou en complément d'un cursus scolaire? Je ne sais pas si je suis claire. Je sais pas s'il y en a qui veut répondre. Je vais essayer de répondre parce que je ne connais pas spécialement les certifications cyber de chez Cisco. Mais en Cisco, il faut comprendre que ce qu'ils font, eux, c'est du matériel qui participe à la cybersécurité, notamment des firewalls, des routeurs, des choses. Je pense que leur certification cybersécurité, c'est sur comment implémenter les principes de cybersécurité sur leur matériel. Je ne pense pas que ce soit ces certifications-là qui vont vous amener à dire je peux travailler en cyber parce que la cyber, ça regroupe beaucoup d'autres choses que juste ce matériel-là. Et voilà. Donc, non, la cybersécurité, il faut vraiment aller soit passer une maîtrise, soit un master en cybersécurité. Donc, c'est surtout le réseau et le système. En logiciel, il y a des métiers en cybersécurité qui regroupent le logiciel aussi, je pense, hein, où on va apprendre à faire des logiciels pour justement surveiller les systèmes et les choses. Donc, c'est plus des logiciels type Excel, Word ou des choses où on va apprendre métier. Non, c'est des logiciels qui vont tourner en tâche de fond sur les ordinateurs et qui vont permettre de surveiller, de collecter des journaux, de faire des envois, des choses comme ça. Mais la sécurité, il ne faut vraiment pas se dire la cybersécurité, tiens, je vais travailler en cybersécurité, je vais passer une certification en 3 mois, 4 mois. Ça ne va pas être bon. C'est certainement pas le genre de formation-là qui est attendu par les entreprises. Même si on a par contre ce background d'études en cybersécurité, ce sera des certifications qu'il faudra passer pour être pareil, pour renforcer ses connaissances. D'accord, merci. Alors, il y a Maxime qui parle du MOOC Secnup Academy, voilà, qui est fait par l'ANSSI. Donc, je pense juste en faisant une recherche Google sur le MOOC Secnup Academy, c'est pas mal. C'est un niveau très, très débutant qui est un petit peu sur la sensibilisation de ce que c'est la cybersécurité, quoi. Donc, ça permet déjà d'appréhender quelques éléments et savoir si ça nous plaît. Il y a des sites sur Internet, si vous êtes déjà un petit peu dans l'informatique et que vous voulez voir ce que c'est que la cybersécurité. Il y a un site qui s'appelle TryHackMe, par exemple. Vous faites une recherche, je vais vous taper
toc, Try Hack Me. Vous cherchez ça sur Internet. Merci. Plus rapide que moi. Qui permettent de faire un petit peu de travailler sur des laboratoires, ce qu'on appelle des laboratoires. Donc, c'est des machines virtuelles qui sont montées en réseau avec tel service. Et il y a des failles de sécurité dessus et on apprend à exploiter, à utiliser des logiciels de cybersécurité qui permettent d'attaquer en fait les machines. Et c'est intéressant de savoir comment les pirates s'y prennent pour pénétrer les systèmes. Parce qu'après, quand on travaille dans la défense, c'est ce que j'ai fait, ça permet de savoir comment ça se passe et quelles traces ça laisse. Et justement, c'est ces traces-là qu'on va chercher à retrouver quand on établit des règles de sécurité, quoi. Il y a RootMe aussi, c'est exact, Sophie, voilà, qui est excellent, mais qui est plus basé sur le côté système que réseau, je crois, RootMe. Mais qui est très, très intéressant. Les deux sont vraiment très, très bien, mais demandent un certain niveau en informatique, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Je reviens un petit peu sur la question de l'anglais. Donc voilà, enfin Lorraine, effectivement, tu parlais des périodes d'autonomie. De votre côté, est-ce que vous avez pu travailler un peu cette partie-là par vous-même? Enfin voilà, comment vous faites? Est-ce que c'est voilà, c'est vraiment au quotidien ou est-ce que vous avez appliqué certains apprentissages de part et d'autre? Bah, je vais me lancer si vous voulez. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises à l'étranger, donc il fallait absolument parler anglais. C'est indispensable pour pouvoir lire les documentations. C'est très très rare de voir un outil dont la documentation est à jour et en français. Il se peut qu'il y ait eu de la documentation en français, mais elle date d'il y a 2 ans. La documentation sur ce qui est récent, elle va toujours être en anglais. Je pense que c'est très dur de s'en sortir sans au moins baragouiner un petit peu. Je confirme. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas la pro de l'anglais, mais effectivement, à force de travailler de façon quand on n'a pas le choix, puis moi, en plus, je suis beaucoup dans la recherche d'informations avec ce que je fais. Si je me base que sur la documentation française, je m'en sors pas. Donc, je suis obligée effectivement de pousser effectivement sur comprendre à minima ce que je lis. Beaucoup de documentation anglaise. Bon, quand on se retrouve avec un collègue qui nous refile un document de 180 pages, ça motive beaucoup moins. Mais après, c'est beaucoup. Moi, ce que je préconise pour l'anglais, c'est beaucoup d'apprentissage personnel, de pas hésiter à tout ce qu'on aime, en fait, tout ce qu'on aime, un film, série, document, livre, n'importe, qui nous plaît, même une chanson. Bah, c'est de travailler dessus, en fait, régulièrement et c'est comme ça qu'on apprend, les termes aussi, récurrents, les plus basiques et puis après, ben, les termes en anglais aussi en informatique sont bien plus différents que d'apprendre à parler anglais couramment, mais à force de travailler dessus, on finit par les retenir, ouais. Non, vas-y. Parce que ce que j'allais dire, c'est que c'est pas de l'anglais scolaire non plus. Ouais. Même dans un contexte international, il va y avoir des gens qui viennent de partout. Donc c'est ce qu'ils appellent l'anglais continental. C'est quand même un anglais plus simple à comprendre et qui tolère beaucoup les fautes. Après, effectivement, il faut savoir lire l'anglais, c'est absolument indispensable. Ouais. Donc, je confirme, quand tu te fais comprendre par un Indien en anglais, c'est que c'est bon. Et quand tu comprends les Indiens. Parce que effectivement, j'ai travaillé 2 mois au téléphone avec eux pour mon stage de fin d'études. C'est pas le même accent, c'est pas celui qu'on voit en cours. Et puis ça peut occasionner des méprises peut-être aussi, si c'est pas les bons termes d'utiliser ou si on n'arrive pas à se faire comprendre. J'imagine avec les clients, ça peut être un petit peu problématique. Quel conseil vous pourriez donner vraiment à une personne qui a envie de s'orienter vers chacun un petit peu vos métiers? On a déjà un petit peu dispensé quelques-uns à travers votre intervention, mais voilà, si on devait en retenir un, voilà, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Alors moi, de ma part, du moins pour ceux qui veulent mettre un pied, on va dire, dans l'IT, vraiment avec aucune connaissance, que ce soit technique ou anglais d'ailleurs, c'est moi ce que je pourrais conseiller, c'est faut pas s faut pas se dire: «Oui, on n'a pas la technique», parce qu'en fait la technique on l'apprend vraiment
Quand je dis sur le tas, je me comprends. Parce qu'on n'a pas forcément la technique au départ. Du moins pour mon métier en tout cas de support, c'est surtout le plus important, c'est l'écoute. Là, effectivement, il faut quand même avoir cette base. Donc la base, c'est pas la technique qu'on va demander au départ, hein. Vraiment, c'est être à l'écoute et faire des bonnes diagnostics par la suite. Parce que si on ne comprend pas ce que le client nous explique, ça va être très compliqué déjà pour nous pour le résoudre et même dans l'erreur d'incompréhension, ce qui fait qu'on peut aussi, on va dire l'incident, c'est-à-dire, de l'escalader et d'apporter les mauvaises informations. C'est un peu le système du téléphone à téléphone, donc faut bien vraiment retranscrire, l'incident en fait, de l'utilisateur à ce moment-là et si nous-mêmes on ne comprend pas, c'est un peu compliqué. Donc vous voyez la technique en fait, elle vient bien après pour moi en tout cas à ma vision. C'est que moi la technique je l'ai vraiment, acquise en fait, au fil des années en fait. C'est qu'au départ, vraiment le skill qui est recommandé, c'est vraiment d'être à l'écoute et de comprendre le problème de l'utilisateur, de diagnostiquer après de l'escalader, sur le bon service et aussi donc de bien escalader avec le bon avec la bo avec le bon diag comme on dit chez nous. Sinon, sans ça, c'est compliqué. Vraiment donc, je c'est pour expliquer qu'en fait dans tout ça, c'est qu'il y a pas forcément tout de suite le skill de la technique et de l'anglais, si je peux me permettre, parce que moi, l'anglais, c'est vrai que j'ai l'anglais de base, hein, collégien, comme on dit à mon époque, mais c'est vrai que je me suis amélioré forcément par la suite, parce que forcément, une fois qu'on commence à mettre un pied dans le métier, on veut forcément évoluer. Et pour évoluer, bah, il y a des procédures, et dans les procédures, souvent, bah, c'est en anglais. Donc, effectivement, bah, j'utilise encore Google Traduction. Après, c'est mon meilleur ami, on va dire, Google pour ça. Donc, ouais, dans un sens que j'ai pas non plus une grande notion de l'anglais, mais je l'ai vraiment appris comme ça et effectivement après comme je reviens à ce que disait Lorraine, c'est que moi je me forçais à regarder mes séries préférées en VO. Ah bon, c'est vrai que je triche un peu au départ parce que ça parle trop vite. Parce que moi mon anglais il est vraiment je dis: «Je fais un diesel», hein. Si je parle aussi vite en anglais comme je parle français, je suis perdu. Il faut vraiment, voilà, moi j'ai besoin qu'on articule, que j'entende bien l'articulation, que je comprenne bien le mot par mot. Sinon je suis perdu. Par contre pour lire, bah, je pense comme dans beaucoup de cas de personnes, j'ai moins de difficultés à comprendre l'anglais en écriture qu'en oral en fait. Oral, j'ai vraiment plus de complications à comprendre, mais en écrit, pour moi, c'est plus facile. Après chacun, on va dire, son truc. Mais bon, en tout cas, c'était pour expliquer pour mettre un pied du moins dans on va dire dans le monde, pour moi informatique, donc dans le support qui suivit après dans le poste de Lorraine, après dans le poste de Yann et le poste d'Alexandre. C'est vraiment en tout cas, si on n'a rien, on n'a pas de base, si on doit commencer comme moi, qu'est-ce que je pourrais conseiller? C'est ça, c'est vraiment être à l'écoute et je reviens sur vrai que ce qu'il disait Yann, c'est qu'il y a une certaine logique aussi, donc avoir du bon sens aussi. Parce qu'un problème, même si on ne le connaît pas, le bon sens, il va servir à comprendre le problème justement. Pas forcément à le résoudre, mais au moins, du moins à le comprendre. Sinon, sans ça, on n'aura pas sinon il n'y a pas le sens logique, on ne pourra pas s'en sortir. Donc si, pour celles qui veulent se lancer en fait, dans ce domaine-là, c'est vraiment, effectivement, il y a le skill qui est quand même recommandé, c'est d'avoir de l'écoute et d'avoir, d'avoir cette logique aussi un petit peu de comprendre le problème. Sinon, si on ne sait pas discerner le problème et si on n'est pas à l'écoute, c'est pour ça que je disais que outline, c'est un mot qui fait un petit peu peur et qui est un peu malmené, on va dire, ce mot-là. Mais, en vrai, c'est vraiment un vrai métier, clairement. C'est parce que, comme je disais, encore une fois, je me répète, on est le premier rempart et c'est grâce à nous, entre parenthèses, où on peut débloquer après la situation. Donc, c'est pour ça souvent, nous, je le cache pas, des fois on a des erreurs chez nous, on a des erreurs de traitement, on appelle ça. Pourquoi? Parce que le tech, on va dire du N1, a mal traduit, donc ça fait perdre du temps aussi. Donc, ça fait que c'est parce que pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas compris aussi, donc, aussi, le problème et je reviens à ce qu'il disait aussi, Alexandre, c'est qu'effectivement on travaille beaucoup avec les DevOps en fait aussi. Parce que, souvent on a des procédures qui sont mal, on va dire, pas mal faites, je peux pas dire ça, parce que c'est compliqué quand même de faire une procédure, faut pas croire que c'est facile. Mmh. C'est que par contre, comme il dit, des fois il y a des informations qui nous manquent, ce qui fait qu'au niveau procédure, on pourra gagner plus de temps, parfois. Parce que ça peut être réglé par exemple à un autre niveau. S'il y a une procédure, s'il y avait une info qui était importante et qu'on n'avait pas eu, si on l'avait par exemple, et ben, c'est-à-dire que nous, on aura pu le régler au lieu de l'escalader au niveau 2. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est pour revenir du côté équipe. Mais, donc voilà, c'était surtout pour revenir, sur le premier pas en tout cas, dans mon poste, bah, sur mon poste à moi en fait,
en l'occurrence. Voilà. Je reviens un petit peu sur la question de Maxime. Voilà, pour les clients qui peuvent avoir du mal à verbaliser leurs problèmes, je pense que peut-être, Niroud, c'est d'essayer de poser un peu les bonnes questions et puis peut-être après de fonctionner un peu en entonnoir pour éliminer un petit peu voilà, des possibilités. Bien sûr, parce qu'en fait, le plus dur, c'est effectivement quand je dis ça à l'écoute, c'est qu'il faut comprendre aussi. Parce que les utilisateurs, ce n'est pas la plupart ne sont pas forcément informaticiens, bah, du moins dans le domaine. Donc ils ont leurs propres mots. Alors, c'est vrai que parfois on est porté à confusion parce que on croit connaître le problème, mais en fait, on va dire l'utilisateur il utilise ses propres mots parce qu'ils n'ont pas forcément les acronymes que nous on a en termes informatiques. Et encore moi, à mon niveau, contrairement à mes collègues, bah, je suis minimisé aussi parce que voilà, moi, à mon échelle, pour l'instant, il y a plein d'autres mots que je ne connais pas. Et puis, si je me trompe pas dans ce domaine-là, logiquement, même si on a 30 ans d'expérience, on a toujours à apprendre. Si je me trompe pas, si mes collègues y confirment. Donc, quoi qu'il arrive, on a toujours à apprendre, hein, malgré que Mm. donc ça. Mais effectivement, oui, c'est à nous de diriger tout de suite, c'est à nous de prendre tout de suite en entonnoir l'utilisateur pour cerner très vite le problème et de pas le laisser trop non plus s'éparpiller. Voilà. Notre objectif à nous, c'est de vraiment c'est de focaliser le problème, de l'isoler et ne pas le laisser s'éparpiller. Donc, c'est-à-dire nous intervenir et dire: «Est-ce que bon, c'est ça, 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 ça?» Forcément, ça va tilter chez l'utilisateur. Il va dire: «Oui, c'est exactement ça». C'est vraiment si on veut gagner du temps déjà par rapport à ça, oui, c'est à nous de prendre le contrôle quand on appelle. C'est pas trop l'écouter parce que c'est un peu sinon ça part dans tous les sens et là ça peut durer, des heures, on va dire. Enfin, quand je dis des heures, j'abuse. Mais le but d'un appel, c'est pour que ça aille super vite, en fait, c'est chez nous, par exemple, une DMC, donc c'est la durée minute de call. Logiquement, ça ne doit pas dépasser les 8 minutes. Parce qu'on juge qu'en 8 minutes, on a cerné le problème. Et encore 8 minutes pour nous, c'est long, c'est très long. Donc normalement, c'est en 5 minutes ou en moins de 5 minutes, il faut qu'on arrive à cerner le problème et après, à savoir si on peut débloquer ou pas. Il faut vraiment, voilà. Mais c'est pour ça que donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais c'est à nous de driver l'utilisateur et pas laisser l'utilisateur nous driver. Parce que si on les écoute parfois, bah, voilà, pour eux, ils sont dans leur monde propre, idée de problème, alors que nous, on connaît le problème. Donc c'est à nous de les tirer vers nous et de leur dire, voilà. Après qu'on soit on résout ou soit effectivement on prend l'escalade au niveau supérieur. Alors, il y a Sophie qui demande comment vous faites de la veille sur vos métiers respectifs, quelles sources vous pouvez, utiliser ou par quel biais est-ce que vous pouvez faire votre veille qu'on évoquait tout à l'heure? Ben, moi, principalement, la veille que je fais, bah, déjà sur LinkedIn, il faut suivre certains comptes en lien avec ce que tu aimes, ce qui te plaît, vers l'orientation, effectivement. Si c'est, par exemple, comme la cyber, déjà, je sais qu'il y a énormément de choses qu'on peut suivre. Sur la cyber, ça permet effectivement de voir toutes les infos passer. Il y a des comptes comme, par exemple, en lien avec l'ANSSI, ce genre de choses, en fait, des grosses sociétés qu'il faut suivre. Comme ça, dès qu'il y a des infos, ils les font passer et ça permet effectivement de les voir au fur et à mesure. Alors, il y a à boire et à manger, des fois, comme je dis, on peut pas tout comprendre et on peut pas tout suivre. Mais ça permet, voilà, d'essayer de suivre quand même quelques informations. Certains comptes, après, c'est de faire des recherches aussi, des fois, sur certains youtubeurs ou autres, hein, qui peuvent effectivement être des personnes comme ce qu'on appelle les hackers éthiques, qui peuvent être aussi des personnes intéressantes à suivre, des fois, parce qu'ils peuvent parler de thèmes et de choses intéressantes. Donc après, voilà, moi, principalement, voilà, c'est ça, c'est LinkedIn. Et puis sur YouTube, j'ai 2-3 youtubeurs que j'ai appris à connaître et qui font pas mal, enfin, des vidéos plutôt pas mal sur le réseau, sur le système ou sur la cyber. Et ça me permet, voilà, de m'orienter vers des thèmes que j'ai envie de suivre, de l'actualité, et puis d'avoir des informations. Et pour, les autres intervenants, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter sur votre veille et comment vous Moi, je procédez? veux juste rajouter par rapport à ce que disait Laurel, c'est que il y a les flux RSS de tous ces organismes, tous ces gros organismes là qui peuvent être collectés pour avoir un petit peu des trucs. C'est vrai qu'il y a via YouTube, il y a beaucoup de gens maintenant qui s'expriment. Comme j'ai indiqué, par exemple John Hammond, qui est un chercheur en cybersécurité qui publie pas mal de choses. Et après aussi, il y a tous les constructeurs
de matériel de cybersécurité, par exemple Palo Alto, Cisco, des choses comme ça, qui publient notamment les failles de sécurité sur leur propre matériel. Donc ça, on les a peut-être des fois en avance quand on a accès à certains abonnements. Ça permet de savoir s'il faut mettre nos matériels à jour ou pas, par exemple. Parce qu'une mise à jour, on dit qu'il faut toujours en faire une, mais une mise à jour, c'est peut-être avoir des problèmes sur la production. Donc une mise à jour, c'est bien à mettre en place sur un matériel de sécurité si elle ne pose pas de problème par la suite, quoi. Donc, si la mise à jour efface, par exemple, tout le fichier de configuration, faut peut-être se demander s'il faut la faire maintenant, en fin de journée. Donc, les mises à jour, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire automatiquement, mais il faut se tenir au courant des implications que c'est de la faire ou pas la faire. Voilà, après, en logiciel, il y a sur GitHub, alors je ne sais pas trop comment les gens. Je sais qu'il y a pas mal en logiciel ou en. Il y a beaucoup de choses à aller chercher sur GitHub. Après, je ne sais pas comment. Moi, on m'envoie toujours des liens, donc j'arrive toujours là-dessus, mais je ne sais pas s'il y a des flux RSS ou des choses qui permettent de centraliser un petit peu tout ça, ou comment ça circule l'information là. Peut-être que Alexandre, tu sais, toi. Pas vraiment, parce que moi, je fais aucune veille, justement, j'allais dire ça. Moi, ce que je regarde, c'est les papiers universitaires d'il y a 20-30 ans. Parce que souvent, les idées qui paraissent nouvelles, en fait, elles ont déjà été inventées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et elles sont juste remises au goût du jour. Et donc, je plonge, je trouve un sujet qui m'intéresse. Et il y a les notes de bas de page qui pointent vers d'autres papiers académiques, et je les lis, et on trouve parfois des pierres précieuses. On se rend compte que, par exemple, là, depuis 10-15 ans, il y a la mode de Docker, et en fait, c'est déjà une idée qui traîne en informatique depuis très longtemps. Est-ce que vous pensez qu'on peut évoluer assez vite dans vos métiers respectifs, ou en tout cas sur la partie vraiment système et réseau? En tout Oui. cas, moi, de ma part à moi, oui, en tout cas, on peut évoluer très, très vite, oui. En fait, il y a beaucoup de choses à apprendre. L'informatique, ça évolue tout le temps. Donc déjà, faut être passionné et vouloir se mettre à jour régulièrement avec tout ce qui évolue. Donc c'est pour ça la veille sert effectivement aussi à ça, c'est-à-dire de se renseigner, de voir s'il y a des nouvelles technologies, s'il y a des nouvelles choses qui peuvent être mises en place, s'il y a des façons de faire plus sophistiquées ou plus sécurisées que ce qu'il y a à l'heure actuelle. Mais voilà, après, ça évolue tout le temps, et il y a effectivement une possibilité d'évoluer très, très rapidement dans ce domaine. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Bon, Karine, on t'a récupéré une équipe de choc pour ton projet. Il pallie à tous les problèmes qu'il peut y avoir. Je pense que Ouais, on il n'y va aura peut-être pas de pouvoir créer souci une pour petite ton société. logiciel. Là, on va pouvoir créer une société avec tous ces chouettes profils. Voilà. Donc, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, à moins que je vois Maxime qui continue d'écrire. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous, Alexandre, Yann, Lorraine et Nirout, d'avoir cette intervention qui était très intéressante et pas si complexe. Donc, je vous remercie pour une novice comme moi sur les métiers du numérique. Et donc, j'espère qu'en tout cas, ça aura aussi répondu aux attentes du public. Alors, je suis un peu désolée en fait qu'il n'y ait pas eu plus de monde. Alors, il y a un peu plus de monde inscrit parce que je trouverais vraiment ça justement super intéressant au niveau de l'interaction entre les différents métiers, et puis aussi les échanges que vous avez pu avoir pendant les conversations. Donc, merci beaucoup. Merci Gwenaëlle d'avoir géré cette mini-série de 2 épisodes. Alors, comme je l'ai dit via le chat, les différents replays sont accessibles évidemment, mais il faut me les demander via la boîte mail du Printemps du numérique. Voilà, donc n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction, et je pense que nous allons pouvoir conclure.
Et ce webinaire. pardon, le replay, du coup, il est accessible? Excuse-moi, faut faire la demande auprès de l'adresse que tu as mise dans la Ouais, conversation. printemps du numérique, @8-care.org. Ok, ça marche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à notre super équipe de choc. Voilà, c'était super intéressant. Ça donne envie de faire pas de projets fictifs, mais des vrais projets, effectivement. Et puis, si besoin, voilà, n'hésitez pas effectivement à nous solliciter si jamais vous avez des questions, voilà, que ce soit sur effectivement les métiers ou sur les formations. Voilà, on reste également disponible avec Karine. En tout cas, Ah, merci beaucoup à vous pour et votre intervention très riche. Gwenaëlle, tu peux faire la pub quand même pour votre porte ouverte. C'est vrai. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà quelques inscrits à l'ENI. Mais bon. Oui, effectivement, on fait des mini portes ouvertes le 31 mai. Donc, c'est un vendredi de 10h à midi. Donc voilà, donc si vous avez envie de venir voir l'école, de voir les locaux, les salles de cours, de rencontrer voilà, des personnes ou des étudiants également qui vont pouvoir partager un petit peu leur parcours et leur expérience, n'hésitez pas. Donc c'est vendredi 31 de 10h à midi. Et puis il y aura également une petite présentation voilà, de l'école sur notre fonctionnement et sur notre pédagogie. Et puis, bien, je serai là également. Donc, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur les formations ou sur l'accompagnement, voilà, n'hésitez pas. Et un grand merci aussi à Simplon qui a participé à l'amont, en tout cas, de l'organisation de ces webinaires. Je vais juste répondre vite fait à Maxime, je crois. Je viens de voir son énorme question, oui. Ouais, ok. Moi, je suis direct, vu que tout ce qu'il cite, là, j'ai l'impression quand même que tu as l'air bien de connaître beaucoup de choses. Et je pense que déjà, rien qu'en sachant ce que c'est que tout ça, ces sites et ces MOOC, là, je pense que tu dois déjà avoir pas mal de connaissances qui sont largement suffisantes pour entamer un parcours en TSSR, en tout cas. Mais tu peux toujours faire du Open Classroom, voir sur les réseaux. Tu peux toujours. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que tu verras en formation. Donc, il ne faut pas non plus trop anticiper, je dirais. Mais si tu veux t'amuser, tu peux toujours y aller. Tu seras plus à l'aise par la suite et tu pourras aider des collègues. Et pour répondre à la question, les portes ouvertes se font physiquement, en effet. Mais j'imagine que Gwenaëlle, tu peux être joignable aussi via ton LinkedIn. Donc, Bien sûr. n'hésitez Oui, pas. ou un coup de téléphone à l'école, voilà, Oui, voilà. vous me demandez et pas de problème. Et voilà, je vois qu'on parle du syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et dont on parle beaucoup. On est beaucoup à également. l'avoir, oui. Ouais. Je confirme, hein, moi aussi c'est pareil, j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur. Ça passe, hein. À force de faire, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau et que en fait on apprend tous les uns des autres. Complètement. La Ah oui. preuve, hein, j'y pensais pas du tout et j'ai réussi le TSSR haut la main. Donc, je suis déjà à 1 an et demi de formation en ASR. Je le doute encore, hein. Je sais que je passe mon diplôme à la fin de l'année, mais je doute encore. Quand je l'aurai passé, je verrai ce que ça donne. En tout cas, on en parlait déjà pendant le premier webinaire. D'ailleurs, ça revient sans arrêt. Oui, et puis comme c'est, comme on disait, un secteur vraiment en perpétuelle évolution, il faut aussi, ça demande en fait de l'apprentissage continu. Donc, je pense que finalement, ce syndrome nous accompagne un petit peu toujours, voilà, plus ou moins fort, mais c'est vrai qu'on le retrouve très, très souvent, quoi. C'est un secteur aussi qui, au-delà de la reconversion, c'est aussi un secteur, je pense, qui peut s'y prêter un peu plus, quoi. Et inversement, des gens qui sont trop sûrs d'eux en informatique, c'est généralement des sources de problèmes. C'est Oui, vrai. parce que comme il y a de l'apprentissage, il faut aussi se remettre en question et Tout à faire fait. un peu le bilan, C'est finalement. c'est vrai que c'est un point important, ouais, c'est effectivement. Mm. Mais moi, en tout cas, ce domaine, ça m'a beaucoup aidé à être plus curieux surtout. Parce qu'effectivement, il y a ça vraiment, ça dévoile des qualités, hein, des fois qu'on soupçonne même pas en fait. C'est vraiment, moi j'avais beaucoup d'appréhension et justement sur le syndrome de l'imposteur, c'est que je me suis dit: «Je vais jamais réussir, c'est pas possible» et là je suis arrivé à un stade où je suis très content parce que, techniquement j'ai ça, je me suis vu évoluer, mais très rapidement quoi et après c'est on n'a jamais le même problème, c'est bien parce que c'est pas tout le temps la même chose, c'est vraiment tous les jours ça on a toujours de nouveaux, je veux dire un nouvel horizon, c'est jamais pareil en fait et c'est ça qui est bien. C'est vraiment
Bah, vraiment, j'encourage vraiment tous celles qui veulent vraiment mettre un pied dedans, de le faire vraiment. En tout cas, c'est un domaine qui est incroyable, vraiment. C'est un domaine qui est Ah, très vivant, ouais. De Ouais. toute façon, l'informatique, l'IT en général. Et je bah oui. rejoins, pour terminer ça, je rejoins Lorraine sur un truc, c'est qu'effectivement, après quand je rentre chez moi, bah, je regardais pas mon PC de la même manière. Là, j'ai là, j'ai regardé, je fais: «Ah, tu m'as pris pour un con pendant tant d'années, maintenant c'est à mon tour de m'occuper de toi». Non, mais vraiment, après c'est la satisfaction personnelle, on va dire. Mais vraiment, c'est parce que chacun va trouver, on va dire, son profil là-dedans, vraiment. Et comme je disais, hein, encore une fois, si moi je me prends comme exemple, si moi je réussis, je pense que alors quand je dis n'importe quel profil, bien sûr à la limite du raisonnable, peut réussir, vraiment. Et après, comme dit, Yann aussi, c'est vraiment une question de volonté aussi derrière, forcément. Parce que parfois, il y a pas seulement juste l'envie, parce que c'est l'IT, c'est stylé. Non. Effectivement, je suis d'accord avec lui quand même qu'il faut, quand même avoir l'envie, il faut avoir la curiosité aussi d'aller chercher le pourquoi Mm. quand même dans un sens et pas seulement faire le robot, à faire la recherche Google: «Ah, c'est comme ça, OK». Si on a résolu le problème, c'est comprendre comment on l'a résolu aussi. Après c'est personnel, hein, quand je dis ça. C'est quand on résout un problème, par exemple, d'avoir déjà la fierté de se dire: «Je l'ai résolu et parce que j'ai vu une solution effectivement sur Google», mais de comprendre aussi cette solution, quoi. C'est pas non plus faire le robot, de dire: «Putain, c'est bon, hop, c'est plié, j'ai respecté mon essai là». Chut, non, c'est pas mais vraiment voilà, c'était juste pour, Surtout que toucher. généralement, les solutions qu'on va trouver sur internet, elles sont pas forcément directement applicables à notre cas. Donc Tout faut à fait. savoir voir, les paramètres qu'on a besoin de changer dans cette solution-là pour, donc faut mobiliser ses connaissances et faut les actualiser par rapport au cas et ouais, Exactement. excuse-moi, je voulais pas te couper non plus, mais Ouais. Non, mais c'est complètement ça, parce que comme tu dis, c'est vrai, c'est important parce que des fois, on voit la solution: «Ah, mais c'était ça», mais c'est pas forcément en équation avec notre problème actuel. Il y a la base, mais si on n'a pas le minimum justement de connaissances et on va dire aussi quand même la connaissance et de logique, c'est pas parce que la solution est là sous les yeux que ça va forcément, marcher pour l'utilisateur avec qui on est actuellement en problème d'incident. Si on a la base, ah OK, mais chez nous, le process il est différent, donc c'est comme ça. Faut être voilà, après il y a une mécanique à avoir bien sûr, par la suite, donc effectivement, il faut quand même, avoir une base tout de même et effectivement l'anglais, c'est là que c'est important parce que les recherches Google, ce qu'on dit pas assez, c'est que souvent c'est en anglais, Mm. les solutions. Non mais c'est vrai, il y en a Puis très peu de forums, hein. ça s'apprend aussi à faire les recherches. Et oui, oui et oui, ça c'est un truc, Trouver les bons mots-clés aussi. c'est ça, c'est taper les bons mots-clés, hein. C'est un peu comme j'avoue, moi, par exemple, Linux, c'est un niveau qui est au-dessus. Forcément, heureusement qu'il y a la petite commande get-help parce que sinon, sans ça, sinon et comme tu dis, il faut avoir les mots-clés. Sinon, on n'a pas les bons mots-clés, bah, Ouais. forcément, la recherche, elle est 0, quoi. Mm. Voilà. Bah, Je me permets juste de rebondir sur ce que Maxime a mis tout à l'heure. Parce que je sens qu'il a l'air Ouais. d'être passionné et d'aimer ce qu'il fait, mais d'être un énorme angoissé de la vie. Maxime, juste pour répondre, être autodidacte, c'est déjà le plus gros taf du monde, en fait. À partir du moment où tu es autodidacte, c'est quelque chose qui te passionne. Le reste, c'est juste apprendre à se cadrer et apprendre à utiliser ce que je vois que tu marques très brouillon dans ce que tu fais, mais le tout, c'est d'être passionné par ce que tu fais. Recadrer, apprendre à utiliser, apprendre à faire étape par étape, c'est justement le but et ce que va pouvoir t'apporter le TSSR à l'ENI, c'est apprendre effectivement à faire étape par étape, mais au vu de ce que tu écris, de tout ce que tu as l'air de connaître et de tout ce que tu fais en perso et en autodidacte, si ça peut te rassurer, le TSSR, je pense que c'est vraiment fait pour toi, parce que ça a l'air d'être plus une passion et non juste une envie de trouver juste un métier. Donc après, les formations sont là aussi pour apprendre à se gérer, se cadrer et apprendre aussi de nouvelles choses au fur et à mesure. Je pense que donc, tout le Ouais, monde pour sera donner, d'accord. ouais, pour donner une petite anecdote, moi, les deux meilleurs informaticiens que je connais, il y en a une, elle a eu un doctorat en biologie, rien à voir avec l'informatique, et l'autre a fait Cagny Bocagne, donc pas du tout dans la technique. Et pourtant, bah, avec une reconversion et le temps, on apprend. Puis on apprend aussi en commençant à faire des formations, à savoir vers quoi on se redirige. Est-ce qu'on s'arrête effectivement au TSSR parce que ça nous plaît? Est-ce qu'on va à l'ASR parce qu'on a envie de pousser plus loin? Est-ce qu'effectivement on se dit tiens, la cyber, ça peut être intéressant? Ou voilà, au fur et à mesure qu'on apprend et d'échanges aussi avec les personnes autour de soi et des cours qu'on a, ça permet aussi de se conforter ou de confirmer ou non si on l'appétence qu'on a au départ. Moi, clairement, juste pour expliquer,
quand j'ai commencé à chercher en me disant je veux partir dans l'informatique, on m'a dit ok, mais dans quoi? Donc j'ai cherché sur internet, j'ai eu plein d'infos. J'ai eu système, j'ai eu réseau, j'ai eu cyber. Et quand on pousse dedans, il y a énormément de termes encore qui se suivent. Quand on dit je veux travailler dans la cyber, on dit très bien, mais à quel poste? Et on commence à nous développer une liste tellement énorme, on ne sait pas ce qu'il y a dans chaque. Mais c'est en échangeant, c'est en avançant dans l'informatique qu'on apprend aussi au fur et à mesure de la formation et de ce qu'on fait aussi en entreprise, de savoir du coup si ça nous conforte ou pas dans la poursuite des études ou de jusqu'où on veut aller. Moi, j'ai beaucoup de personnes actuelles en ASR qui étaient parties pour aller jusqu'à l'ESD. J'ai une partie qui ont postulé comme moi pour l'ESD pour la suite et d'autres qui au final se sont dit non, je m'arrête là. Parce que ça leur convient, parce que ça leur va, parce que c'est pas forcément quelque chose ils se sont dit la cyber ça peut être sympa, mais au final avec ce qu'on a vu en cyber, le peu qu'on voit en tout cas en cyber, en autonomie, en ASR, de se dire au final c'est intéressant, mais c'est pas forcément là-dedans que je veux aller. Donc voilà, on apprend tous les jours. Moi, dans 2 mois, je peux très bien me dire la cyber, au final, trop pour moi, ou de me dire oui, je veux vraiment y aller dedans. Parce que je vais apprendre encore plein de choses d'ici là, et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue aussi. Merci à pour cette fait. conclusion, Lorraine. Je pense qu'on va C'est pas pouvoir s'arrêter cloisonné. là. C'est pas cloisonné, il faut être ça. effectivement passionné ou en tout cas avoir vraiment une appétence pour, être curieux et savoir aussi se remettre en question. Je rebondis sur ce que disait Alexandre, mais voilà, comme ça demande aussi un apprentissage permanent, c'est aussi sans être trop dans le syndrome de l'imposteur non plus, mais voilà, se dire qu'on a aussi de la route un petit peu devant nous. Et c'est aussi ça qui est enrichissant, ce que disait Lorraine, c'est qu'au fur et à mesure, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Et que on avance en fonction de son niveau, des connaissances acquises, des rencontres qu'on peut faire, aussi des contraintes personnelles, parce qu'il y a ça aussi qui peut aussi rentrer dans le fait de faire une formation ou non, une formation courte, une formation longue. Mais voilà, tout ça, ça fait aussi partie du projet de vie, et puis ça se travaille. Et puis en tout cas, j'espère que cette intervention va vous permettre de pouvoir construire votre propre projet et de trouver aussi vos propres réponses. Et puis très rapidement, le dernier mot aussi, je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, c'est juste aussi le savoir-être aussi, c'est important. Donc ça peut vraiment nous aider aussi. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, qu'il n'y a pas que le skill, le savoir-faire, c'est aussi le savoir-être qui peut nous aider justement dans le métier futur qu'on veut faire aussi. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc, merci encore à tous. Et on finit par cette belle conclusion parce qu'en effet, les soft skills sont l'élément principal en fait pour réussir dans ces métiers, mais aussi dans tous les métiers, à vrai dire. Donc, merci beaucoup. Le printemps du numérique continue. Il y a encore des ateliers demain et la semaine prochaine jusqu'au 31. Donc, merci encore. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci à Bonne tous. journée à tout le Merci. monde. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.